Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. La situation est symptomatique de la crise que traverse l'ANC. En face-à-face a eu lieu ce lundi à Johannesburg entre partisans et adversaires du président Jacob Zuma. Certains réclament sa démission. Djibouti, déjà gros récipiendaire d'investissements internationaux, renforce son attractivité. Ceci grâce à une position stratégique aux confins de l'Afrique et de la péninsule arabique. Et puis Conakry vibre au rythme des percussions. La capitale guinéenne accueille depuis ce lundi et jusqu'au 10 septembre la 15e édition du Festival national des arts et de la culture. Rien ne va plus au sein de l'ANC en Afrique du Sud. Un face-à-face a eu lieu ce lundi entre membres du parti au pouvoir. D'un côté, il y a les partisans du président Jacob Zuma et de l'autre, des militants qui lui sont hostiles. Ces derniers réclament d'ailleurs sa démission. On fait le point sur la situation avec Oumou Kalsoumba. Crise au sein du Congrès national africain. Ce lundi 5 septembre 2016, des manifestants composés d'adversaires et de certains alliés du président Jacob Zuma se sont retrouvés devant le siège de l'ANC. Avec leurs banderoles et leurs pancartes, ils protestent contre le régime en place et demandent la démission du chef de l'État. Nous avons organisé cette manifestation pacifique, spontanée, pour dénoncer la gestion du gouvernement du président Jacob Zuma. Les jeunes sont sans emploi, la balance commerciale est déficitaire, la corruption gagne du terrain, rien ne marche dans ce pays. Je pense que l'ANC est au bord de l'implosion. Lors des municipales, le parti a perdu les plus grandes villes du pays. C'est inadmissible. L'ANC a été créée en 1912. La formation politique a enregistré des défaites électorales, notamment avec la perte des 3 grandes villes, Johannesburg, Pretoria, Port Elizabeth, lors des dernières élections municipales en août 2016. Selon de nombreux analystes, le taux de chômage élevé, le ralentissement de l'économie et les scandales de corruption fragilisent davantage le parti. L'opposition sud-africaine est parvenue à faire tomber l'ANC sous la barre des 50% lors des municipales dans 3 grandes métropoles, Nelson Mandela Bay, où se trouve la ville portuaire de Port Elizabeth, qui englobe la capitale du pays, Pretoria, et enfin le hub économique de Johannesburg. C'est un signal fort pour le président Jacob Zuma. Si cette situation perdure, il sera très difficile pour l'ANC de remporter les élections nationales en 2019. En 2019, les Sud-Africains iront aux urnes pour élire un nouveau président de la République. Le Congrès national africain est secoué depuis un certain temps par des séries de manifestations et de protestations. Une situation qui risque de fragiliser l'ANC qui est au pouvoir depuis 22 ans. Les résultats sont tombés ce mardi. Le mouvement pour la démocratie, parti au pouvoir au Cap-Vert, est le grand vainqueur des élections locales du 4 septembre 2016. La formation a remporté 19 des 22 municipalités que compte le pays, confirmant sa suprématie, dont 12 des 14 chambres gagnées en 2012. À noter que le taux d'abstention à ces élections a atteint 41,7% contre 31,5% en 2012. Djibouti, terre d'opportunités, cet État de la Corne de l'Afrique a réussi à attirer 91,2 millions de dollars d'investissements directs étrangers par an en moyenne sur les 10 dernières années. Seulement voilà, cette attractivité ne semble pas profiter à tous, selon certains observateurs. Corinne Kamdem. Avec une population de 876 174 habitants et peu de ressources naturelles, Djibouti a réussi à attirer en moyenne 91 millions de dollars d'investissements directs étrangers par an ces 10 dernières années. Une dynamique qui va s'amplifier avec la récente adhésion du pays à l'AFC, l'Africa Finance Corporation, une institution financière d'investissement multilatéraux spécialisée dans les projets d'infrastructures clés à travers l'Afrique. Plusieurs facteurs expliquent l'attractivité du pays en termes d'investissement. Au-delà de sa position stratégique, il faut aussi reconnaître la forte stabilité d'abord politique et ensuite la paix sociale, consolidée bien évidemment par cette ambition pour la République du chef de l'État. Et d'autre chose, c'est que Djibouti est quand même considéré l'un des pays les plus stables qui puisse exister, avec la présence de nombreux effectifs militaires, qu'ils soient américains, japonais, français, chinois, etc. Donc,
cela, bien évidemment, draine cette stabilité-là et la sécurité, draine bon nombre d'investissements. D'autre part, il faut savoir également que Djibouti, au-delà de son aspect stratégique, possède également l'un des codes des investissements les plus généreux qu'il soit. Donc nous avons en fait un panoplie d'outils qui permettent aujourd'hui de pouvoir drainer les investisseurs, vers la République du Djibouti. Un afflux d'investisseurs, mais qui, selon l'opposition djiboutienne, contraste avec le niveau de vie des populations. La lutte contre la pauvreté peinerait encore à porter ses fruits. Ceux qui ne connaissent pas réellement Djibouti, dans un premier temps, ils sont tentés d'investir parce que Djibouti est situé dans un endroit géostratégique, dans un endroit qui normalement devrait attirer énormément de devises et de capitaux. Malheureusement, la réalité, une fois qu'on est sur place, parce que si on se souvient, à un moment donné, Djibouti, il y avait 11 banques qui avaient ouvert leurs portes à Djibouti. Aujourd'hui, il n'en reste que 6. Pour de nombreux analystes, le pays possède de véritables atouts pour réduire significativement la pauvreté. Le président Ismaël Omar Guelleh, réélu le 8 avril 2016, veut faire de la lutte contre la pauvreté une priorité. Il veut également impulser une nouvelle dynamique à la croissance du PIB, dont le taux de croissance s'est maintenu à 6% ces dernières années. La mesure est entrée en vigueur le 31 août 2016. L'importation de marchandises sur le territoire camerounais sera désormais réglementée. Un contrôle de leur conformité sera opéré conformément aux normes appliquées dans le pays. Explication dans ce reportage de Viviane Baoken, notre correspondante au Cameroun. Le programme d'évaluation de la conformité avant embarquement des marchandises importées du Cameroun est entré en vigueur ce 31 août 2016, a annoncé le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, Ernest Mbouabou. Selon le gouvernement, ce programme vise à renforcer la politique gouvernementale en matière de qualité dans le but de garantir la santé des consommateurs. Si vous voulez importer, vous avez l'obligation, dans le coin du monde où vous vous trouvez, de faire contrôler la marchandise que vous voulez importer en direction du Cameroun, bien entendu, après avoir obtenu une attestation de vérification documentaire de la NOR déjà. Et ensuite, il faudrait donc qu'un de ces deux organismes vous ait délivré une attestation de conformité pour que votre marchandise soit embarquée. Ça ne garantit pas encore la qualité. Vous voyez donc tout l'intérêt qu'il y a dans ce programme. Pour les industriels, cette réforme est louable dans la mesure où elle va favoriser la protection des industries locales qui font face à des menaces de contrefaçon. Les producteurs locaux fondent désormais leurs espoirs sur la bonne marche de ce programme. Quand vous regardez les objectifs de ce programme, vous mesurez l'intérêt qu'il y a à sa mise en route, vous comprenez qu'il était justement temps que ce type de programme soit mis en route en attendant que la NOR ait toutes les structures nécessaires pour pouvoir faire son travail convenablement. Les marchandises visées par cette réforme concernent les céréales et légumineuses, les engrais, les produits animaux et de la pêche, les produits agricoles frais, les équipements électriques, entre autres. Selon les clauses du gouvernement camerounais, toute marchandise importée au Cameroun sans certificat de conformité se verra appliquer une pénalité de 5% du chiffre d'affaires et 100% du bénéfice net estimé. Le monde de la culture était en ébullition ce lundi 5 septembre en Guinée. La 15e édition du Festival national des arts et de la culture a ouvert ses portes au palais du peuple de Conakry. Une édition 2016 placée sous le signe de la consolidation de la paix. Immersion dans ce reportage d'Emmanuel Mimono, notre correspondant en Guinée. Conakry vibre au rythme des percussions, chants et danses depuis ce lundi 5 septembre 2016. Le Festival national des arts et de la culture de Guinée a été officiellement lancé sur l'esplanade du Palais du Peuple à Conakry. Cet événement mobilise plus de 2000 participants issus de toutes les régions du pays. Femmes, hommes, enfants, jeunes et adultes, toutes les couches sociales du pays sont présentes à ce rendez-vous. C'est source de réconciliation nationale et de la consolidation de la paix, dans la mesure où toutes les 4 régions naturelles de la Guinée sont représentées au sein de cette festivité. La 15e édition du Festival national des arts et de la culture de Guinée renaît de ses cendres. Le pays était autrefois porte-flambeau de la culture sur le continent africain, mais plusieurs années passées sans événements culturels d'envergure nationale ont fini par voir affaiblir les performances des artistes
artistes. Placé sous le signe de la paix, le rendez-vous de 2016 est surtout l'occasion de créer une émulation entre les différentes régions du pays au point de vue artistique. Les anciens ont conjugué les mille efforts afin qu'il y ait une réussite. Donc le ministre qui a pu vraiment penser à cela, nous l'encourageons. Et tous les Guinéens en particulier, surtout ceux qui ont vécu au moment de PDG, sont très contents. C'est quelque chose qui est très très important pour nous les artistes parce que c'est dans ces lieux pareils qu'on peut vraiment avoir beaucoup de relations. C'est dans ça qu'on peut se retrouver parce que sans festival, il n'y a pas de retrouvailles. Et quand on pense aussi que la culture n'est pas trop prise en charge en Guinée, et voir vraiment ces genres d'initiatives, tellement je suis comblé de joie, les mots me manquent. Après plusieurs années d'arrêt, c'est une retrouvaille qui rappelle des temps très anciens et permet surtout aux artistes locaux d'exprimer leur talent. Endroit également pour les nostalgiques de la musique post-coloniale de renouer avec le passé. Désormais, ce festival se tiendra chaque année. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité.